Arik et moi avons rejoint la garde royale à l'âge de 18 ans. Et nous avons prêté le même serment. Défendre l'ensemble de la famille royale. Que faire quand ils se dressent les uns contre les autres? C'est le retour de House of the Dragon, saison 2, épisode 1. Et quand on arrive à l'épisode 1, on se demande toujours, est-ce que ça valait le temps d'attente? Même si franchement, pour moi, au final, je trouve que l'attente, elle est passée assez vite entre la fin de première saison et ce début de saison 2. Vous dites que je suis un menteur. Et je l'ai jamais été, et jamais je le serai pas. On va commencer déjà de manière générale. On fera les spoils dans un second temps. Même s'il n'y a pas beaucoup de spoils. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grande révélation jusqu'à la fin de l'épisode. J'en dis pas plus. Bonjour, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler encore une fois du suspense et vous donner... Pour commencer, la réalisation. Personnellement, je l'ai trouvé toujours aussi propre. Certes, on voit peu les dragons, mais c'est un épisode de mise en place. Mise en place, c'est la thématique de l'épisode 1. On va plus se concentrer sur les personnages, l'impact des trahisons sur leur développement. On est loin encore de l'impact des batailles et du conflit sur Westeros. Donc comme je le disais, c'est une mise en place. Donc clairement pour ceux, parce que j'en ai vu que la saison 1 avait ennuyé, il y a de fortes chances qu'ils s'ennuient là encore. Ce premier épisode, il est peut-être sur un rythme encore plus lent que la saison 1. Alors pour moi, ça veut pas du tout dire que c'est plus ennuyeux. Ça va permettre de se refamiliariser bien avec les anciens personnages et de mettre les mises en place des futures intrigues. Alors il y aura toujours les scènes de sexe et de violence aussi, sans en faire trop, parfois suggérées. C'est peut-être d'ailleurs ce qui va être un reproche pour certaines personnes, c'est que la série, elle va peut-être entre deux mouvements, quoi. Entre on montre tout très violent et on montre rien du tout. Mais quoi qu'il arrive, tu vas être très loin de l'ampleur épique. Et même arrivé à ce stade-là, une personne qui n'a jamais lu les livres, elle va pouvoir se dire, est-ce que l'ampleur épique va vraiment arriver dans cette série? Si ça suit les livres, ça va arriver. Et si ça arrive comme dans les livres, on va assister à quelque chose qui n'aura rien à voir de ce qu'on a vu aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, avec House of the Dragon, ça je peux vous le dire. En ce qui concerne les acteurs, ils sont pas devenus nuls d'une saison à l'autre, même si l'équipe de production a changé, les acteurs, eux, ils sont toujours bons. Je trouve que pour certains même, ils arrivent à faire passer des émotions super complexes, avec parfois même peu de dialogue. Les thématiques de cet épisode 1, ça change pas des thématiques générales de la série. Pouvoir, légitimité, famille, loyauté. Certains ont le pouvoir, très peu ont la légitimité. Ils ont tous une famille, quasiment aucun a de la loyauté. Et toujours cette thématique de la place des femmes dans cette course au pouvoir, elle est pas laissée de côté, bien au contraire, elle est toujours là. Le générique qui change. Alors la musique reste la même, mais visuellement ça change totalement. C'est pas comme dans Game of Thrones où le générique changeait légèrement selon où l'histoire se situait. Là c'est un changement du tout au tout. Ça peut même paraître bizarre parce que on fait l'effort de garder la même musique de saison en saison et de série en série dans cet univers, mais là il y a vraiment une transition totale, ne serait-ce que même de par le visuel, la couleur du générique, un générique très sombre dans la première saison, et là très coloré dans la deuxième saison. Alors visuellement, c'est une tapisserie qui est en train de se tisser, ça représente l'histoire de la famille Targaryen. La tapisserie, elle est en cours de fabrication, tu vois, elle est en train de se tisser, et ce qu'on peut en déduire, et je suis pas le seul à l'avoir déduit, j'ai déjà vu sur internet ça, mais c'est comme si l'histoire qu'ils sont en train d'écrire, elle est mise en parallèle avec la tapisserie qui est en train de se tisser, et donc l'empreinte que ça laissera, parce qu'à la fin, tu peux regarder la tapisserie, tu as un résumé de l'histoire, eux, ils sont en train de l'écrire, cette histoire, et ils vont laisser un impact sur la suite. Donc, à travers cette tapisserie, tu comprends bien évidemment que la guerre civile, elle va arriver. Et je trouve que ce générique, en fait, au-delà d'être plus lumineux que le générique de la saison 1, il va plus loin, il englobe plus de choses. Parce que le générique de la saison 1, c'était vraiment, on comprenait, c'était une histoire de sang, une histoire de famille. Là, on va montrer que l'histoire de famille va plus marquer l'histoire. Le premier plan de cet épisode, c'est vraiment le calme avant la tempête. Vraiment, le truc, il est apaisant et tout. Et t'as juste le temps de te remémorer ce qui s'est passé dans la saison 1 et tu te dis, ah ouais, là, ça va saigner. Et en fait, non. T'arrives tranquille, t'es au mur, t'es au nord, t'es chez les Stark. Le seigneur, c'est Cregan Stark qui est en train de parler avec le fils de Rhaenyra qui est venu rassembler les troupes.
en lui disant « Tu te rappelles, t'as prêté allégeance à ma mère, ne l'oublie pas, les Hightower c'est les méchants, reste avec nous. » Et Cregan Stark, il est fidèle aux Stark, il fait preuve de loyauté, et ça fait du bien dans cette série où tous les gens sont horribles, il n'y en a pas un pour attraper l'autre, un peu de loyauté, ça fait plaisir. Alysanne devant le mur. Sa Majesté se tenait à ce même observatoire, et observa tandis que leur dragon, la plus grande puissance au monde, refusèrent de... Et là, il prend conscience que je peux pas te passer trop d'hommes parce que moi, c'est bientôt l'hiver. Il faut que j'arrête le danger qui peut venir de l'autre côté du mur. Il y a un petit rappel d'histoire en plus. Franchement, cette scène, elle est cool. Ensuite, tu vas passer à Port-Réal. Alors, Port-Réal, cette scène où on voit le dragon arriver et tout le monde commence à être en crainte. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut tirer. Est-ce que c'est un dragon ennemi ? Est-ce que c'est un dragon de chez nous ? Et je trouve que cette scène, elle permet de comprendre totalement le fait que les gens sont perdus. Tu vois, on est perdu. On n'est pas habitué à voir la famille royale s'entre-déchirer. C'est la première fois que ça se passe dans l'histoire de Westeros. Ça déstabilise le royaume. Comme toi, quand tu vas regarder l'épisode au début, en tout cas pour moi, j'étais un peu déstabilisé. Qu'est-ce qui se passe ? Le temps de te remettre dedans. Et ce sentiment-là, il est présent chez les protagonistes de la série. Pour moi, le personnage de l'épisode, c'est Alicent. C'est pas un personnage que j'aime parce que, voilà, dans la saison 1, elle a pas toujours brillé, mais là, c'est vraiment un personnage qui est torturé. Déjà, tu la vois, petite relation avec Kristen Cole. Déjà, même dans sa relation avec Cole, elle est tourmentée. Tu vas voir que tout de suite, elle va lui dire, bon, il vaut mieux qu'on arrête, mais finalement, ils vont continuer. Alicent, tu sens dans cet épisode, elle est totalement perdue, elle est prisonnière du conflit, qu'elle a elle-même participé à amener, à même mener, à conduire. Tu sens qu'elle est un peu, comme on dit, assise entre deux chaises, pour parler poliment. Parfois, t'as l'impression qu'elle voudrait que le conflit se règle dans la paix, mais elle est allée trop loin pour que ça se règle dans la paix. Et tu sens que ça la pèse, qu'elle regrette. Même à un moment, elle va croiser Lord Larys. On a vu déjà en saison 1 que c'était pas un mec vraiment très fiable. Il a pas d'honneur, il a pas d'amour-propre. Je vous rappelle ce qu'il a fait à sa famille. Il la croise, il lui dit j'ai des infos, faudrait qu'on se voit en tête-à-tête. On se rappelle ce qui se passait en tête-à-tête quand ils étaient tous les deux. Et la scène d'après, elle est dans son bain, elle demande à se frotter toute seule parce qu'elle se sent très sale. Quand je vous disais qu'il y avait des choses qui étaient suggérées. Ensuite, tu as la scène d'Alicent et son père. Et là, voilà, la scène de... On sait pas, on est avec qui, même nos proches nous trahissent, mais c'est parfois pour notre bien, pour le bien de la cause qu'on défend, mais c'est quoi la cause qu'on défend ? Oh là là, c'est trop compliqué. Alicent, elle est en burn-out. Voilà, cette scène, ça représente ça. C'est compliqué. Moi, j'aimerais vraiment pas être dans leur famille. Toute la torture d'Alicent, tout son côté, j'ai fait n'importe quoi. Mais en même temps, il y a quelque chose en moi qui me dit que j'ai envie de faire le bien. C'est à la fin, quand elle allume les bougies pour les personnes décédées. On voit qu'elle allume plusieurs bougies, dont celle de Viserys. Et à la fin, elle hésite à allumer la bougie du fils de Rhaenyra qui est décédé, qui a été tué par le fils d'Alicent. Et elle finit par allumer. Donc voilà, cette scène, ça représente toute la tourmente de Alicent. J'ai fait n'importe quoi. Il faut que je continue dans la direction que j'ai prise, mais en même temps, je regrette un peu et j'ai envie d'être gentil. J'aimerais pas être dans sa tête. Parlons du fils d'Alicent, Aegon II. Bon, mais lui, par contre, c'est un personnage, je trouve, qui est moins mesuré, qui est moins complexe que Alicent. Même si on voit qu'il peut-être commence à affirmer une personnalité qui va être un peu plus complexe par la suite. Pour l'instant, c'est juste un débile, faut parler clairement. La scène du conseil restreint, il laisse juste son fils faire n'importe quoi, il veut humilier les gens, enfin c'est n'importe quoi. Ça nous permet quand même d'apprendre cette scène que le Nord et le Val ne répondent pas aux appels de la couronne. Donc ça confirme qu'ils sont plus du côté de Rhaenyra, et ça on le verra par la suite. Mais en tout cas voilà, c'est la première scène pour montrer qu'Aegon est un piètre roi. La séance de doléances, c'est pareil, Aegon il est ridicule aussi. Ça montre quand même une nuance que parfois juste il veut être gentil. Tu vois, c'est pas Geoffrey non plus, il veut être gentil avec les gens lui disent j'ai des problèmes et lui disent venez je vous aide. Il y a Otto qui vient, qui a de l'emprise sur lui, et Otto sur le coup, il peut passer pour le méchant mais il lui donne la réalité, c'est que tu peux pas être gentil avec tout le monde. Aegon il peut être à la fois un peu cruel, un peu mauvais, mais juste quand un mec vient lui demander de l'aide et lui dit sois gentil avec moi, ok je suis gentil. Mais la seule chose que ça prouve, c'est que c'est un roi incompétent. Et en même temps, quand sa mère et son grand-père prennent toutes les décisions pour lui, ça va pas l'aider à être un bon roi. La scène où Lord Larys parle avec Aegon pour lui dire Otto vous manipule, faut le dégager. Aegon, c'est pas possible de se faire manipuler en une demi-phrase, parce que je veux bien
que t'aies été couvé et que tu puisses pas prendre de décision tout seul, mais là, la manipulation, elle est flagrante. Donc, c'est tellement flagrant que c'est à la limite de te dire, pirouette scénaristique un peu trop facile, je sais que vous voulez raconter plein de choses en peu de temps, mais là, ça va quand même très vite, les gars. Rhaenyra vient de perdre son fils, donc au début, elle est absente, elle veut absolument aller pleurer sur le cadavre de son fils. Bon, elle va pas le trouver, elle va voir juste ce qui reste du cadavre du dragon de son fils, elle va pleurer sur une plage. À partir de là, elle va pouvoir faire son deuil. Tout ça, c'est très rapide dans l'épisode. Et après, Rhaenyra va arrêter d'être mesurée. On l'avait qualifiée de personne mesurée qui voulait pas juste faire déclencher le conflit bêtement. Là, elle perd sa mesure. Et franchement, pour le coup, ça peut se comprendre. Juste sur cet épisode, Rhaenyra, tu la vois pas beaucoup. Donc personnellement, moi, elle m'a pas énervé sur cet épisode. Elle veut se venger, elle veut un fils pour un fils. C'est pas l'action la plus intelligente d'un chef d'État, d'un chef de guerre. Mais ça peut se comprendre, tu vois, ça peut se comprendre, elle est plus du tout dans la demi-mesure. Et c'est quasiment à peu près tout ce qu'on va voir de Rhaenyra dans cet épisode. On va voir un peu plus d'Aemond, et lui, bon, il est toujours au service de Rhaenyra, il voit que Rhaenyra souffre, elle veut un fils pour un fils, donc il organise le meurtre de Aemond. Il l'organise, c'est pas l'organisation du siècle, Il va engager un tueur de rats, ça va faire référence à la phrase de Helaena, et ces mêmes rats vont être toute une thématique dans cet épisode, et moi il me rappelle malgré tout les rats qu'on avait vus dans le crâne de Balerion à la fin de la saison 1, je crois que c'était l'épisode 9, qui montrait un peu la fin du règne des dragons, c'est-à-dire que des rats viennent et dorment dans le crâne du plus puissant des dragons. Bon ben là voilà, la thématique du rat elle revient fort, avec ces phrases un peu mystiques de médium qui prédit l'avenir sans prédire l'avenir. Elle l'annonce dès le début de l'épisode. Bon, bref, on va pas faire 2 heures sur le sujet. Ce qui compte, c'est quoi? C'est que Daemon, on se rend compte qu'il a toujours des soldats qui lui sont plus ou moins fidèles ou qui sont réfractaires au Hightower. Et il va réussir à engager ces 2 mecs complètement incompétents qui sont censés tuer Aemond et qui, au lieu de ça, parce qu'ils savent pas se repérer finalement dans le château, ils vont juste pouvoir tuer le fils de Helaena. Meurtre hors caméra. Quand je vous disais que parfois les scènes violentes sont suggérées, là c'est le cas. Mais alors cette scène, je vais m'y attarder un petit peu quand même parce que voilà, la scène, je la comprends pas. Les 2 gars, ils sont complètement incompétents. Non mais vraiment, ils sont nazes. Enfin, le soldat encore ça va, mais l'autre, le tueur de rats, il prétend pouvoir se repérer dans le château. En fait, c'est faux. Bon après, le soldat, lui, il est pas tellement incompétent, mais il est un peu bête, tu vois, on t'a dit qu'il fallait tuer un Aemond, tu vas voir un enfant, tu vas le tuer, tu sais pas si c'est un garçon, une fille, la scène, elle est à la limite d'être grotesque, voire burlesque, mais en même temps, elle est horrible. Tu sais pas si t'as envie de te moquer des 2 mecs qui sont débiles ou de dire, ouais, vous allez tuer un enfant sous les yeux de leur mère, on peut en parler de leur mère, qui est là, qui ne crie même pas. Mais pourquoi tu cries pas? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Ok, tu vas peut-être te faire tuer si tu cries, mais t'as pas envie de sauver tes enfants. Donc en fait, moi, quand je regarde cette scène, je sais pas si elle est complètement réussie parce qu'elle me fait passer par plein d'émotions, ou si juste elle est complètement naze, en fait. Vraiment, cette scène, elle me perd totalement. Moi-même, je suis perdu. En tout cas, voilà, ils vont tuer de manière totalement lâche un enfant. Et moi, ce que je trouve problématique pour la suite de l'affrontement, c'est que ça va rebattre les cartes parce que Rhaenyra veuille tuer un fils pour venger son fils dans l'univers d'une guerre comme ça où il y a que des FDP, ça peut être compréhensible, mais son fils a été tué plus ou moins dans un affrontement. Même s'il essayait de fuir et que le rapport de force était déséquilibré, c'était un affrontement. Là, tu vas tuer un enfant dans la nuit de manière totalement lâche, et en plus, ça reste un enfant. Tu vois, c'est un enfant qui n'avait pas de dragon, il pouvait pas mener des batailles, donc ça affaiblit même pas le camp adverse. Ça va juste les mettre en colère et peut-être justifier le fait que d'autres se rallient à leur cause. Parce que clairement, là, c'est un assassinat, même dans le contexte de House of the Dragon, et c'est pas des enfants de cœur, c'est moche, quoi. Pour moi, quasiment tout le monde est détestable. Tu vois, c'est contrairement à Goth, où j'avais peur que certaines personnes meurent et je voulais absolument que d'autres meurent. Mais là, je m'en fous si tout le monde meurt. Même limite, j'ai hâte de les voir s'entretuer. Vite que cet univers malsain se termine. Tu vois, vraiment, quand tu regardes, tu te dis, lui, il est malsain, lui, il est malsain, lui, il est malsain. Tuez-vous tous et on repartira sur quelque chose d'un peu moins mauvais, j'espère. Parce que là, faut vous éradiquer, quoi. La guerre est à nos portes. Et aucun de nous ne peut en sortir vainqueur.